Donc, on va partir, je vais vous parler de maladies infectieuses associées au changement climatique, alors, qui est une problématique non seulement au niveau rural, mais au niveau urbain également. Quand on parle de maladies infectieuses, de quoi on parle? Bien, on parle pour l'être humain à peu près 1460 maladies. C'est quand même pas rien. Et il y en a à peu près 60%, 875, qui sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'on partage avec les animaux. Et les zoonoses prennent de plus en plus d'importance. On va le voir dans le cadre des changements climatiques en particulier. Mais si on regarde les maladies émergentes pour l'espèce humaine, là, depuis quelques décennies, c'est 75% des maladies qui sont zoonotiques, donc qu'on partage avec les animaux. Et évidemment, l'importance, ça va dépendre de plusieurs facteurs, entre autres de notre exposition. Alors ici, j'ai mis quelques données de recherche portant sur le risque relatif, ou en fait le odds ratio, concernant l'exposition de H1N1 pour les éleveurs de porc. Vous voyez, ils sont 35 fois plus à risque. Les vétérinaires un peu moins, employés d'abattoirs également. Employés avicoles, ça c'est une thématique qui revient beaucoup, l'antibiorésistance. Comme vous savez, les médecins en particulier sont très bons pour tout blâmer sur les médecins vétérinaires qui utilisent des antibiotiques sur les animaux de rente, et c'est pour ça qu'on a un gros problème chez l'humain. Okay? Quand tu es médecin, c'est de même que tu penses. Moi, je pense qu'ils ont quand même un petit rôle à jouer là-dedans. C'est pas aussi simple que ça, mais vous regardez un odds ratio de 32 fois plus à risque pour les employés avicoles par rapport à des pathogènes qui pourraient être résistants, multirésistants. Les maladies émergentes, c'est quoi ça? Bien, depuis les années 40, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus de 300 maladies infectieuses qui sont ajoutées, là, qui ont émergé ou réémergé au niveau mondial. C'est principalement des bactéries, Rickettsia, et des virus, essentiellement. Il y a eu quelques prions, comme vous le savez. Et comme vous pouvez voir, tout ce qui est en noir ici, de 40 à 2000, c'est en fait des maladies émergentes infectieuses qui ne sont pas zoonotiques. Mais vous pouvez voir que dans la majorité des cas, comme j'ai dit, dans 3/4 des cas, c'est zoonotique, en particulier en lien avec la faune. Alors ça, c'est assez intéressant. La faune joue un rôle de plus en plus déterminant. Alors, qu'est-ce qui explique les émergences? Il y a plusieurs facteurs. Alors ça, c'est un commentaire de Bernard Valla, qui était directeur de l'Organisation mondiale de la santé animale, qu'on appelle l'OIE, et qui disait, bien, on déplace les pathogènes à une vitesse grand V, beaucoup plus vite que la période d'incubation moyenne. Autrement dit, du monde, comme des animaux, vont se déplacer porteurs, sains ou en incubation de maladie, et donc disperser des pathogènes de cette façon-là. Puis, il y a les changements climatiques et le comportement humain. Alors, un exemple que je peux donner, c'est le virus Nipah. Il y en a plusieurs, vous en avez quelques-uns ici. Mais le virus Nipah qui peut se transmettre de façon plus ou moins directe, en fait indirecte, là, avec du jus de fruits, par exemple, contaminé par des chauves-souris. C'est un virus qui cause une encéphalite, des mortalités très importantes chez l'être humain. Et ce qu'on s'est rendu compte, on a eu dans le sud-est de l'Asie quelques épidémies parce qu'on s'est mis à bâtir des fermes porcines dans l'écosystème, ni plus ni moins, de ces chauves-souris-là. Et le porc est susceptible et donc a pu transmettre la maladie. Comme je vous dis, ça frappe énormément dans cette région-là. C'était pas un virus qu'on connaissait avant le début des années 90. Alors ça fait partie de notre réalité. On commence à empiétrer sur des écosystèmes où avant on était plus ou moins là. Un autre exemple, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va devenir un problème, mais il reste qu'avec le réchauffement climatique, on va se promener un peu plus au nord, comme vous le savez. Il y en a qui ont des plans qui sont plus... plan nord, plan... toutes sortes. Et il y a du forage qui va se faire, il y a des choses qu'on découvre.
Dans certaines carottes glaciaires, là, on a trouvé, là, on peut remonter à 30 000 ans, on a retrouvé une belle diversité de pathogènes qu'on ne connaissait pas, avec des virus géants. Quand je dis géant, là, celui dont on parle ici peut coder pour 523 protéines différentes, est associé plus à des amibes, qui vont infecter des amibes. Mais qu'est-ce qui nous dit que certains de ces pathogènes-là ne vont pas être un problème pour l'être humain? Pour l'instant, on s'est tenu à l'écart de ces régions-là jusqu'à un certain point, tandis que là, avec les changements climatiques, eh bien, on est un peu plus en contact. Quand on parle de maladies infectieuses chez l'humain, ou l'impact des maladies infectieuses sur la santé publique, en fait, il y a plusieurs choses. Okay? Il y a les maladies entre êtres humains comme telles. Certaines sont vectorielles. On parlait de paludisme. Il y a les maladies zoonotiques, donc qu'on retrouve où le réservoir, c'est les animaux. Et à l'occasion, certaines de ces maladies-là, c'est un contact direct. Le H1N1 qui a frappé il y a quelques années, bien, au Québec, le problème pour les porcs, ça a été les êtres humains qui ont contaminé les porcs. Mais évidemment, ça va dans les deux sens. Alors, ça, c'est pas vectoriel. Mais on peut avoir la maladie de Lyme, par exemple, qui, elle, est vectorielle et qui va avoir un impact sur la santé publique. Une autre chose à considérer, c'est, puis évidemment, les changements climatiques, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se trouvent avoir un impact beaucoup sur les vecteurs, les pathogènes eux-mêmes. Alors, le cycle de transmission va être affecté selon les changements de température, d'humidité en particulier. Si on parle de paludisme, c'est assez spectaculaire. L'abondance, donc, au final, la distribution de ces vecteurs-là au niveau mondial change et peut avoir un impact au final sur la santé de l'être humain. Il y a également les maladies infectieuses qui vont affecter plutôt les animaux, puis en particulier les animaux de rente. Ces pathogènes-là vont être affectés, mais surtout l'environnement où on a ces animaux-là. Puis quand on parle d'animaux, on parle quand même de plusieurs milliards d'animaux qui sont produits au niveau mondial, quelques dizaines de milliards. Et l'impact est à plusieurs niveaux, puis en particulier au niveau nutritionnel. On va voir ça dans quelques minutes. Et ça risque de créer des maladies importantes, nous amenant trois problèmes. Au niveau mondial, là, il y a à peu près 1 milliard de personnes dont le seul capital réel, ce sont leurs animaux de rente. Okay? Alors, si on a un problème majeur de maladie là, au niveau socio-économique, ça va être spectaculaire. Vous allez voir dans des pays que, jusqu'à tout récemment, je parlais en voie de développement, on m'a dit de dire dans des zones intertropicales. Okay? Dans ces zones-là, on se retrouve à avoir des problèmes nutritionnels, carrément, parce qu'il y a des endroits dans le monde où le végétarisme, là, c'est pas une option. Okay? C'est tout à fait correct. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas une option. Alors, ça, il y a des conséquences sérieuses. Puis, évidemment, il y a l'antibiorésistance. Puis là, vous voyez récemment, dans le Devoir, on en parlait, que c'est quand on traite des animaux avec des antibiotiques, bien, ça va être évacué également ailleurs. Okay? Alors, et ça, c'est très complexe, cette réalité-là. On s'y intéresse depuis quelques dizaines d'années, okay? Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Déterminants sociaux de la santé, ou déterminants de la santé en général, c'est pas moi qui va... Il y a plusieurs personnes que je vois ici qui sont beaucoup plus compétentes que moi là-dedans. Je les ai regroupés en différentes catégories, si je peux dire. Tout ce que je tiens à souligner, ces deux points, c'est évidemment, c'est interrelié et c'est, ni plus ni moins, dans un écosystème qui est en changement. Alors, quand on regarde tout ça, puis qu'on étudie, quand je dis on exclut la personne qui parle, hein, parce que je suis directeur d'un groupe de recherche qui travaille là-dessus, mais c'est d'autres collègues, et j'en ai quelques-uns devant moi, ici, qui travaillent là-dessus. Quand on se met à regarder ça, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que de juste dire, ben normalement, s'il y a un changement sur le cycle de transmission, il devrait y avoir conséquemment un changement au niveau de l'incidence de la maladie chez l'autre susceptible. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'on peut intervenir, on peut faire des choses pour améliorer ou empirer la situation. Alors, au final, quand on regarde ça, puis qu'on se concentre sur les maladies où on a vraiment une preuve, jusqu'à un certain point, on peut dire, ouais, les changements climatiques, là, ça a un impact.
Eh bien, au niveau maladies non zoonotiques, il y a le paludisme. Dès l'exemple, je vais vous montrer de l'Afrique de l'Est. Il y a la maladie de Lyme au Canada, où franchement, c'est difficile d'expliquer ce qui se passe autrement que par les changements climatiques. Et vous avez d'autres maladies qui sont plutôt d'intérêt vétérinaire. On ne va pas se concentrer là-dessus. Quelques commentaires sur le paludisme. Hein, c'est une maladie très importante, c'est pas nouveau. C'est une maladie où on a un bon 40% de la population à risque, multisystémique. Ça peut avoir des grandes conséquences parce que souvent on est à des endroits où la maladie est présente, on n'est pas en mesure de fournir les traitements appropriés et on sait que c'est influencé par le climat. Il y a de la modélisation qui se fait énormément et ça ici c'est un exemple où en jaune on met là où on retrouve le pathogène et la maladie. Et là-dedans, on se dit, entre 2015 et 2050, bien, essentiellement, là, tout ce qui tombe en gris, c'est des zones qui, normalement, présentement, c'est un problème, mais ça devrait disparaître. Autrement dit, les conditions, dans ce cas-ci, vont être défavorables pour la maladie. Mais en rouge, on va retrouver c'est des territoires où on n'a pas le problème et on devrait le retrouver. Bon, pour sûr, qu'est-ce qu'on voit dans des endroits comme le Kenya, au niveau des régions montagneuses, on a des zones endémiques et à partir de ça, on regarde en périphérie ce qui se passe. Est-ce que des changements climatiques vont avoir un impact? Puis on se rend compte que la maladie, bien, elle monte en altitude au fur et à mesure que les conditions climatiques sont favorables. D'un autre côté, si on regarde d'autres modèle. Ici, c'en est un autre qui se concentre strictement sur l'aspect climatique, là où on devrait retrouver éventuellement la maladie, mais on voit que ça n'a rien à voir avec cette image-là. Pourquoi? Parce que notre plus gros défi, c'est de vraiment tout considérer dans les modèles qui sont utilisés. Et c'est souvent là où le bas blesse, c'est qu'on peut aller chercher des données pour le climat, mais des fois, on n'a pas les données au niveau intervention, au niveau sociétal, déterminants sociaux là, qui peuvent avoir un impact majeur au final sur la distribution de la maladie. Alors, ça, c'est une problématique. On sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque. Alors ça, ici, ça résume un peu l'affaire, c'est-à-dire qu'on a des facteurs qui vont avoir un impact sur le vecteur, évidemment sur le pathogène, température ambiante, l'environnement, comme je vous dis, l'humidité en particulier pour cette condition-là, et l'être humain, bien évidemment, ses conditions de vie vont avoir un impact majeur. Mais c'est ce qu'on rencontre avec cette maladie-là, au fil des années, on avait dans certaines régions pratiquement éradiqué cette maladie-là. Alors c'est pour ça qu'un facteur à rajouter important, c'est politique, la politique. Je ne suis peut-être pas le dernier à parler de ça aujourd'hui, l'importance de la politique. Ça, c'est une maladie très intéressante où on peut démontrer que quand il y a une volonté politique, il y a moyen de réduire l'incidence de cette maladie-là de façon spectaculaire. Puis quand on laisse aller, ça part. OK? Je veux dire, la nature a horreur du vide. Alors, ça, c'est un grand défi pour nous à ce niveau-là. Plus proche de nous, au Canada, eh bien, on a des membres, justement, du groupe de recherche à Saint-Hyacinthe, Nick Ogden, Patrick Layton et d'autres collègues, se penchent sur la maladie de Lyme depuis un bon petit bout de temps. Quand j'ai commencé ma carrière au 20e siècle, c'est à peu près en 90, on pouvait trouver des tiques dans le sud de la péninsule du Niagara. Là, vous êtes plus au sud que le nord de la Californie, dans le fond. Là. OK? C'est juste là qu'on trouvait ça. Si on voulait faire de la recherche là-dessus, c'est pas mal là que ça se passait. Alors là, vous voyez, en 2000, la carte a dit, ben le territoire propice pour les tiques, là, c'est pas mal l'Ontario habité, une partie du Québec, puis en rouge, c'est vraiment hautement favorable. Ça, c'est en 2000. Ils ont fait la modélisation. On travaille à valider les modèles, puis à date, ça regarde très bien. Ce qui regarde moins bien, c'est ce qui s'en vient. J'ai oublié de mentionner, bon, je pense que tout le monde sait pas mal, hein, une maladie dont le vecteur, en fait, le stade de nymphe puis adulte peut causer vraiment un problème pour nous.
comme tel, et puis pour nos animaux de compagnie. Mais regardez, en 2020, là où on s'en va, 2050, 2080. Même en Abitibi, là, il neigeait peut-être cette semaine, là, mais rendu à ce temps-là, -là, j'ai bien l'impression qu'ils vont être infestés. Il y a eu des nouvelles récemment sur le territoire à Montréal où on a eu des gens qui ont une maladie de Lyme. Hein? C'est un gros problème. D'ailleurs, l'augmentation du nombre de cas est pas mal évidente ici. Au début, là, avant les années 2000, quand on avait un cas ici, ça venait d'ailleurs. Autrement dit, c'était des gens qui avaient été à l'extérieur et qui venaient. Tandis que là, de plus en plus de ces cas-là, ici, 2013 et plus, là, c'est local. C'est indigène. Alors ça, il n'y a pas vraiment rien d'autre que ce qu'on observe comme changement au niveau climatique qui peut justifier une progression de cet ordre-là au niveau des tiques dans des régions au Québec et ailleurs au Canada. Avec la température qui augmente, il y a également une certaine relation avec le nombre d'espèces mammifères, comme tel. J'ai mis un petit drapeau canadien là parce que essentiellement, certaines études disent, ben, au fur et à mesure que ça va se réchauffer, ça là, on va avoir une augmentation du nombre d'espèces de mammifères qui vont se retrouver vers le nord. Au final, ça peut pratiquement doubler, là, comme tel. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a Cécile Enzensling, qui est d'ailleurs ici aujourd'hui, qui a fait des travaux sur la rage du renard. Il y a plusieurs souches virales là, pour ce qui est de la rage. Là, on parle de celle du renard au Nunavik, donc dans le nord du Québec. Et plusieurs tests ont été faits. Quand c'est au nord, ben là, c'est positif. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau écologique, le renard roux et le renard blanc occupaient géographiquement deux régions différentes, tandis que là, ils se retrouvent ensemble. Puis le renard roux est pas mal plus gros que le blanc, puis essentiellement, ben, il a commencé à le bouffer. Il y a donc une interaction, oui, qui se fait. Je vais aller pas mal plus vite. Juste pour vous dire qu'en même temps, il y a plus de monde qui vont là, et au niveau culturel, il y a énormément un plus grand risque à ce moment-là d'interaction, de contact avec des animaux qui pourraient causer un problème. L'influenza aviaire, très rapidement, ça c'est regardez la progression de 59 à 2015. Les dernières années, je ne dis pas que c'est dû au changement climatique. Il y en a qui diraient que c'est dû au gros méchant là, de la production industrielle. Je tiens à souligner une chose, ils ont leur tort, mais la production industrielle est pleinement développée depuis le début des années 70. Là. Alors, il y a d'autres choses. Ce qui se passe, on s'en est rendu compte aux États-Unis, en particulier cette année. Regardez, ça, c'est les zones de grande production industrielle avicole. Ils ont eu beaucoup de problèmes ici en lien avec les oiseaux sauvages. Donc, pourquoi? Ben, il y a des changements là, qu'on essaie de comprendre. Parce que ce n'est pas depuis hier là, qu'on a des oiseaux sauvages positifs à l'influenza aviaire. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui fait que là, on a des problèmes plus importants? L'industrie ne s'est pas modifiée au cours des dernières années d'une façon significative. Bon, il me reste juste quelques minutes, fait que je vais passer très vite là-dessus, juste pour vous dire que l'impact au niveau des animaux de rente de production est important parce que en changeant l'environnement, on change les façons de faire, puis les mouvements d'animaux, puis tout ça risque de nous amener plus de problèmes. Je veux juste me pencher sur les événements catastrophiques. Désastre naturel, ça c'est un ouragan qui m'est passé dessus quand j'étais en Caroline du Nord. J'étais prof là-bas pendant 8 ans. Qu'est-ce que ça fait après? OK, il vente. On est d'accord? Mais c'est l'eau. C'est l'eau qui suit, qui cause énormément de dommages. Alors, les cryptosporidies, giardies, des souches de colis, c'est le bordel total. D'autant plus qu'on a des concentrations spectaculaires d'animaux. Comme ici, là, c'est dans un rayon de 32 km, 20 000, là, 1600 fermes commerciales. Ça fait beaucoup de tonnes de matière organique qui se déplacent à droite et à gauche.
Est-ce que c'est quelque chose de rare? Bien, si c'était rare, ça va l'être un petit peu moins. Là. Vous voyez la progression des événements catastrophiques là, depuis 1900 jusqu'à 2000. Juste vous mentionner qu'il y a des changements au niveau de l'agriculture. Je vais vous résumer ça parce qu'il me reste seulement une couple de minutes. Nous autres aussi, on a les moyens, grosso modo, de faire face à la situation. Mais partout où vous voyez des couleurs chaudes, là, ils ne l'ont pas. Il y a énormément de facteurs qui vont avoir un impact négatif sur la capacité de nourrir le monde. Les voyez, ils sont enlignés ici. Quantité, qualité de nourriture, les événements extrêmes, les maladies comme telles. Et ça, là, ça arrive déjà. Ça, c'est une citation, je n'ai pas le temps de vous donner le temps de la lire, mais qui dit essentiellement, là, en 2013, on est déjà là. Ça nous amène des situations catastrophiques. C'est pour ça qu'on parle des chevaliers de l'Apocalypse. Changement climatique dans certaines régions du monde, à cause de ça, famine qui amène souvent des guerres et donc des épidémies. En fait, c'est tout pas mal interrelié. Et ça va nous apporter des mortalités dans les zones intertropicales avec des mouvements de masse, non seulement de personnes et d'animaux. OK? Et ça, quand on déplaise à Donald Trump, là, on n'a pas fini de voir des gens qui vont migrer. Là. Donc, les défis sont importants. Il me reste 2 diapos. Alors, il y a des changements potentiels, mais notre gros problème, là, c'est qu'on a besoin de données de surveillance, d'informations pour pouvoir faire une bonne modélisation. Ça, c'est important si on veut déterminer le risque, si on veut identifier les risques, de façon à pouvoir, en fait, avec des modèles prédictifs, puis avec une bonne surveillance, ça se nourrit l'un l'autre, pouvoir proposer des interventions pour prévenir. C'est ça qui est le défi, mais on a un manque de ressources, comme partout ailleurs, hein, il n'y a rien de nouveau. Puis on a des grands besoins de recherche intersectorielle. Donc l'approche, c'est évidemment une approche une santé, c'est-à-dire une où il y a une volonté politique, où il y a une collaboration entre les différents secteurs. J'ai dit ça bien grosso modo, médecine vétérinaire, mais ça va bien au-delà de ça. Puis en particulier, le partage d'informations. Ça, là, quand je suis arrivé au Québec, j'ai été 20 ans à l'extérieur du Québec, je suis revenu ici, je tombe encore des nues de voir jusqu'à quel point on a un gros problème avec ça, le partage d'informations. C'est culturel, c'est spécial. Je ne voyais pas ça aux États-Unis. OK? On n'aime pas ça, partager de l'information. C'est viscéral, mais ça, c'est un problème. Parce que les maladies infectieuses, ça se contrôle à partir d'informations. OK? Alors ça, c'est très important. Et finalement, évidemment, éduquer puis avoir une approche collaborative. Je vais vous laisser avec une citation de Napoléon que je trouve qui est très appropriée. Merci.